Bien, c'est parti. Alors, nous voici rendus à la correction de la première partie de la séance 4 des travaux dirigés de régression logistique. Alors, très rapidement, hein, je rappelle toujours un peu, hein, c'est un peu répétitif, hein, mais bon. Alors, l'idée, c'est que je faisais un cours de régression logistique. Le cours de régression logistique, on peut le faire de deux manières, soit sous l'angle de prédiction pure, soit sous l'angle statistique. J'ai fait le choix de prendre l'angle statistique. Et il y a beaucoup de choses qui sont faites dans ce cadre-là, qui sont inconnues, et totalement inconnues de l'obédience machine learning. C'est ce qui fait l'intérêt de la chose en réalité. Alors du coup, la plupart de mes TD, tous mes TD, je les fais sous R ici. Voilà, j'exploite vraiment en détail, en profondeur les fonctionnalités de R. Et ça nous permet aussi de parfois reconstituer les principales formules du cours. C'est aussi ça, hein. L'objectif d'un TD, c'est aussi de vérifier que les principaux concepts, y compris les formules, sont assimilés par les étudiants. Alors, nous en sommes à la séance 4, voilà, hein, donc sur le site, là, sur le site habituel, hein, de mon cours de régression logistique, vous mettez régression logistique sur Google, ça devrait arriver sur la première page. Alors, il y a les supports que j'utilise pour mes cours, le livre, les supports de cours, ainsi de suite. Et il y avait donc les travaux dirigés que j'avais mis en ligne, parce que je ne fais plus ce cours, donc je ne veux pas que ce soit perdu. Donc, j'avais mis en ligne tous les travaux dirigés avec les données et les corrections. Et depuis quelques temps, depuis quelques jours maintenant, depuis quelques temps, je mets en ligne également les corrections sous forme de vidéo, où je fais une correction commentée, hein, de chaque étape, hein. Je t'explique le pourquoi de chaque étape, je détaille les, les instructions qui sont sous R, et ensuite on regarde ensemble les résultats. C'est ça l'idée. Et nous en sommes donc à la première partie de la séance 4 qui est consacrée à l'évaluation statistique des modèles. Alors, l'évaluation des modèles, en tout cas sous l'angle prédictif, l'évaluation des modèles est plutôt connue. Il n'y a pas de souci là-dessus, hein. C'est assez connu dans le schéma de machine learning, surtout quand on est dans un schéma apprentissage-test. Voilà, on scinde les données en deux parties, on crée le modèle, on l'applique sur l'échantillon test, on compare la prédiction du modèle et les classes observées sur l'échantillon test, et on a une série d'indicateurs à calculer. Alors, dans cette série-ci, on va voir une pratique qui est plutôt statisticienne, hein, plutôt utilisée en biostatistique, où je fais une évaluation en resubstitution. C'est-à-dire quoi, ça? C'est un terme technique qui indique que j'évalue en fait, le modèle sur les données qui ont servi donc à la modélisation. C'est ça l'idée. Alors, vous allez dire, mais on nous a dit que ça ne marche pas, ça. Oui, oui, effectivement, effectivement. Mais il y a quand même un cadre qui est très utilisé en statistique où on part sur ce principe-là avec des évaluations qui tiennent la route. Pourquoi ça tient la route quand même? Parce qu'on se base sur les scores d'affectation. On voit bien très bien l'idée, hein. Quand on a un modèle prédictif, qu'on l'applique sur un individu, il y a deux sorties possibles. Il y a soit les classes prédites directement, soit on reçoit, c'est les scores d'affectation. Et donc, c'est les probabilités d'affectation, soit d'appartenance à la modalité positive, soit d'appartenance à la modalité négative. On a ça, hein. Sachant qu'on est dans un cadre binaire, du coup, la probabilité d'être négative, c'est égal à 1, moins la probabilité d'être positive, c'est complémentaire à 1, tout simplement. Voilà. Et l'idée des tests que nous allons voir maintenant, voilà, c'est des tests, c'est des procédures qui sont utilisées où on travaille certes en resubstitution, mais l'idée, c'est de voir si les scores modélisés sont compatibles avec les scores observés, une fois qu'on a trié et groupé les données selon les scores. C'est ça l'idée. Voilà. Ça, c'est totalement inconnu en machine learning, hein. Tous les livres qui parlent de machine learning parlent du classement, souvent, hein, des classes d'affectation, parlent aussi du score, avec ce qu'on verra tout à l'heure, hein, avec la deuxième vidéo, c'est les courbes ROC et tout ça, mais ne connaissent pas ce principe-là de compatibilité entre les scores modélisés par la régression logistique et les scores observés sur l'échantillon d'apprentissage. Voilà. Donc, c'est un point de vue qui me paraît très intéressant parce que ça nous donne un point de vue différent sur l'évaluation des modèles prédictifs. Voilà. Clairement, sans tout déflorer tout de suite, sans tout spoiler tout de suite, hein, voilà, on a un problème typiquement si on fait du surapprentissage et du coup, dans ce cadre-là, les scores d'affectation, ils sont soit proches de 0, soit proches de 1. Hein, puisqu'on a fait du surapprentissage. Quand on recalcule les scores d'affectation sur l'échantillon d'apprentissage du même, il a tellement bien appris, il a tellement collé sur l'échantillon d'apprentissage que les scores valent soit 0, proche de 0, soit proche de 1. Là, on voit très bien que les scores sont mal calibrés, hein. C'est le terme technique. On a des scores qui sont mal calibrés et on sait très bien qu'il y a un problème durant la modélisation, souvent du surapprentissage d'ailleurs. Justement, c'est ce qu'on va essayer de voir, hein, dans cette vidéo-ci, comment vérifier la bonne calibration des modèles.
Alors, la séance 4 est en 2 parties, donc on va voir la première partie ici, entre autres un test très connu des statisticiens, c'est le test de O'Schmer et Lumshaw, mais en fait il y a un autre test également, qui n'est pas un vrai test, qui est une procédure graphique, c'est le diagramme de fiabilité. Alors, les tests sont comme ils sont, hein, voilà, c'est des tests statistiques, hein. Moi, souvent, je préfère plutôt les outils graphiques parce que souvent, dans les outils graphiques, on a des informations supplémentaires que l'on n'a pas toujours dans les tests. Les tests statistiques, souvent, sont très réducteurs, hein. Il y a des hypothèses sous-jacentes, ainsi de suite. Au moins, avec les graphiques, on a une vision plus globale et nous, avec notre expertise de data scientist, hein, on est capable de voir s'il y a des soucis, s'il y a des choses qu'on n'a pas vues dans les calculs et qui apparaissent un peu plus, hein, voilà. Donc l'idée ici, c'est de voir ces deux idées, ces deux approches-là. Une approche graphique, le diagramme de fiabilité, et d'autre part, le test de Osmer et Lemcho, qui est un standard en régression logistique dans, dans la partie biostatistique et puis l'épidémiologie. C'est une procédure standard, le test de Osmer et Lemcho. Allons-y. Très bien. Alors, comme d'habitude, hein, TD4A, donc la première partie du TD4, on a le tutoriel qui est là, enfin, on a le sujet de TD qui est là, voilà, et on a la fiche de TD, les données qu'on va utiliser, la correction sous forme code R, voilà, et moi je vais rajouter deux choses du coup, un, le notebook qu'on va construire ensemble, et d'autre part, la vidéo, celle que je suis en train d'enregistrer. Voilà, c'est ça l'idée. Alors, le sujet de TD est là, comme d'habitude, hein, comme toutes mes fiches de TD, j'ai les tutoriels que je vais utiliser, il y en a deux ici, c'est la régression logistique sous R, hein, pour qu'on ait des repères, mais bon, maintenant on maîtrise, hein. C'est en début d'année que ça sert, hein. C'est la première séance que ça sert beaucoup. Après, ça ne sert plus vraiment, hein. Et l'autre élément important, c'est de raccorder ce que nous sommes en train de faire avec le cours. Là, le livre, pour le coup, joue un rôle très important. Ça permet à chaque fois de voir qu'est-ce que je suis en train de faire et quelle est la finalité, comment je procède, quels sont les calculs effectués, comment on dit des résultats. C'est dans le livre qu'on peut le voir, ça. Et enfin, un dernier élément qui n'est pas cité dans la fiche de TD, bien sûr, c'est ces slides que j'utilise pour la présentation du cours. Très bien. Allons-y alors. Deuxième point important, autre point important, c'est les données qu'on va utiliser. Alors là, ce qu'on va essayer de voir, c'est un fichier que j'ai trouvé dans le livre d'Osmer et Lemcho, tout simplement. C'est déterminer les facteurs qui induisent donc le faible poids des bébés, hein, voilà. Très bien. Alors, en se basant sur les caractéristiques et le comportement de la mère, principalement. Alors, ces données-là sont décrites dans le livre de Schmer et Lemso de 2000. Hein. Voilà, j'ai mis un lien. Pourquoi? Parce que je l'ai trouvé sur Internet. Alors, il n'y a pas tout, hein, mais c'est quand même pas mal. On a une partie ici. Hein, ça vous permettra de voir ce qui se passe. Hein. Là, on a la description des données que j'ai reprise, hein, dans la fiche de TD, tout simplement. L'idée, hein, je vais ouvrir les données, du coup. Il est où? Il est là. Voilà. Donc, la variable cible, c'est l'eau, pour savoir si le bébé a faible poids ou pas. Voilà. Yes, c'est la modalité cible. On veut connaître les facteurs qui induisent le faible poids des bébés. Et pour prédire, pour comprendre donc, les facteurs qui induisent ce faible poids des bébés, on va se baser sur une série d'informations sur la mère, tout simplement. Voilà. Son âge, le fait de fumer ou pas, et vous avez la description de la base ici. Historique, prégnancy, ainsi de suite. Voilà. Je vous laisserai faire la correspondance simplement. Voilà, la correspondance aussi, enfin, la description, vous la trouverez là également. Voilà. Très bien. Allons-y alors. Je reviens ici, voilà, et on commence. Alors, comme d'habitude, hein, j'ai créé un notebook sous R pour qu'on puisse avoir les calculs, les étapes, ainsi de suite. Alors, comme d'habitude également, je répète, mais bon, comme je ne sais pas si vous avez vu les vidéos précédentes, donc il faut mieux toujours repartir un peu de zéro à chaque vidéo, rapidement quand même, hein. J'ai créé un notebook, file, new file, R notebook, et l'intérêt, c'est que ça permet de générer automatiquement directement une fichier HTML quasiment en temps réel. Voilà. Ça évite d'avoir à lancer le Markdown avec tous les risques d'erreur. Les étudiants connaissent bien ça, hein. Ils ont fait tout ça là, puis à la fin, on va knitter le document pour le rendre au prof et paf, le knit ne marche pas. J'en connais. Mais bon, donc moi, je préfère le Markdown parce que comme ça, le HTML est construit au fur et à mesure, en temps réel. Il n'y a pas trop de mauvaises surprises. Alors, je mets ça un peu ici pour qu'on l'ait bien. Voilà. Très bien. Et ça également, je pousse un peu ici. Allons-y. Question numéro 1, vous importez les données.
Très bien, donc là, on sait faire maintenant, hein. Je prends le XLSX, il y en a d'autres, hein. Il y a ReadXL, il y a OpenXLSX. Moi, je préfère celui-ci parce qu'il est assez souple. Ensuite, en revanche, pour les grandes bases, ce n'est pas une bonne idée. On est bien d'accord là-dessus. Ensuite, je lis le fichier, il n'y a qu'une seule feuille parce que je ne suis pas sur le principe de la subdivision apprentissage test ici, hein. Je fais une évaluation en resubdivision en travaillant sur les scores. Je vérifie si les scores sont bien calibrés. C'est bien ça l'idée, hein. On va voir ce que ça veut dire bien calibré tout à l'heure. Très bien, donc je lis la première feuille, je sais que la première ligne, c'est les noms des variables, et je sais également que s'il y a une variable, s'il y a une colonne de chaîne de caractères, je dois la considérer comme une variable qualitative, hein, strings as factors. Il le met automatiquement en type factor. Alors j'affiche les premières lignes pour vérifier. Très bien. Voilà, ça marche, on a les premières lignes ici, et on voit bien les types, hein, factor, double, 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 ainsi de suite. Ok, ça c'est bon. Ensuite, pour avoir une description plus détaillée, je fais description avec str. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une mauvaise manip, c'est remonté, voilà. Et on a une distribution. Il y a 189 observations et 8 variables. Il y a 7 variables explicatives. La 8e, c'est la variable cible, c'est l'eau. Très bien. Alors, un des éléments qui permet de voir si on fait du surapprentissage ou pas, c'est le ratio nombre d'observations sur nombre de variables. On en parle, ça, dans la littérature, hein, surtout dans la lecture statistique en réalité. Voilà. Là, quand il y a largement plus d'observations, là, il y en a plus de 25 fois, là, hein, c'est 7 variables. Donc, 7 variables fois 20, ça fait 140, fois, voilà, 20, voilà. Hein. Quand le ratio et nombre d'observations et nombre de variables explicatives est relativement élevé, on sait d'emblée qu'on ne va pas trop faire de surapprentissage. Hein, les problèmes seront d'une autre nature. Voilà, c'est des repères simples. C'est des repères simples. On sait qu'il y a 2 éléments qui jouent dans la qualité de la prédiction. C'est le problème lui-même, c'est le concept qu'on essaie d'apprendre, la fonction de liaison qui existe éventuellement entre les explicatives et la variable cible. Ça, c'est un premier point important. Et l'autre point important, c'est les caractéristiques des données. Voilà, les caractéristiques des données, c'est ce qu'on peut voir ici, notamment le ratio nombre d'observations sur le nombre de variables explicatives. Très bien, donc voilà. On vous demande de lancer la régression logistique. Voilà. L'eau est la variable cible et toutes les autres variables sont les explicatives. Hein, donc l'eau, tilde point pour dire j'explique l'eau en fonction de toutes les autres variables disponibles dans la base. Ici, la base, c'est le data frame donné, celui qu'on a chargé ici. Voilà, très bien. Et famille binomiale, parce qu'on est dans une régression logistique binaire. La variable cible est binaire. Très bien. Ensuite, j'affiche les attributs de l'objet modèle qui est généré par GLM. Sous PAF. Très bien. Alors, très bien, on nous demande, est-ce que le modèle est globalement significatif? On nous demande simplement de faire un test de significativité globale, c'est-à-dire H0, tous les coefficients hors constante sont simultanément nuls. H1, il y a au moins un des coefficients qui est non nul. C'est ça l'idée, tout simplement. Ça veut dire qu'il y a au moins si on rejette le H0, ça veut dire qu'il y a au moins une des variables qui contribue significativement dans l'explication de la variable cible l'eau. Allons-y. Le test du rapport de vraisemblance, hein, tuto 1, page 8 et 7, mais maintenant on le sait ça. Hein. Voilà, je récupère la nulle déviance, donc c'est la déviance du modèle réduit à la simple constante, c'est-à-dire que je n'ai aucune variable explicative. Voilà, tous les coefficients sont nuls, donc c'est la déviance du modèle sous H0, et ça, c'est la déviance observée de mon modèle. Hein. Voilà, je regarde cet écart-là, cet écart de ces deux déviances-là, c'est donc le rapport de vraisemblance. Hein. Et ce rapport de vraisemblance suit une loi du qui 2, voilà, et le degré de liberté, c'est le nombre de coefficients que j'ai enlevé tout simplement. Voilà. Donc c'est ce qui se passe ici. Ici, le degré de liberté, c'est qu'il y a 7 variables que j'ai enlevées. La constante, elle reste. Hein, dans le déviance, il y a la constante. Hein. Voilà. Et ensuite, je calcule la p-value en utilisant p-disc parce que le rapport de vraisemblance suit une loi du qui 2. Le degré de liberté, il est là. Et l'ORT égale à fausse parce que c'est la surface à droite, là-bas, qui m'intéresse. Hein. C'est la valeur en excès qui m'intéresse. Très bien. Voilà, j'ai une p-value qui est largement inférieure au seuil que je me suis fixé, qui est à 5%. Donc, je considère que j'ai un modèle qui est globalement significatif. C'est-à-dire que les données ne sont pas compatibles, les données modèles ne sont pas compatibles avec l'hypothèse nulle qui dit que tous les coefficients hors constante sont nuls. Voilà, une des variables au moins contribue dans l'explication de la variable cible. Alors, pour avoir les résultats détaillés, donc on demande d'afficher les résultats détaillés et quelles sont les variables qui semblent pertinentes au test du temps Stewart. Si, paf. Et celles qui sont pertinentes, c'est-à-dire qui contribuent significativement dans le modèle, ceux qui ont un coefficient significativement non nul, c'est ceux qui ont une p-value qui est inférieure à 5%.
parce qu'on nous demande de faire un test à 5%. Hein. Très bien. Alors, c'est LWT, il y a HT et il y a PTR. Alors, normalement, ici se pose la question de la sélection de variables. C'est ce qu'on a fait dans les précédents TD. On ne va pas le faire ici parce que ce qui m'intéresse, c'est les scores d'affectation. C'est uniquement pour ça que je ne le fais pas, parce que je vous connais. Déjà, il n'utilise pas un échantillon test. Mais pourquoi il n'utilise pas un échantillon test? On est dans un cadre différent où ce qu'on essaie d'évaluer, c'est la calibration des modèles. C'est de voir si les scores sont suffisamment bien calibrés. C'est pour ça qu'on n'utilise pas un échantillon test, parce que ce n'est pas de la pratique dans le cadre statistique. Et comme on est dans ce cadre-là également, je fais fi du fait que je dois faire une sélection de variables. Je conserve toutes les variables. On est d'accord là-dessus. Voilà. Très bien. Alors, voilà. On nous demande justement de calculer donc, la probabilité d'affectation à la classe cible, donc à la modalité cible de la variable cible, de la variable endogène l'eau. Très bien. Alors, cette proba d'être positive, on va l'appeler score. Ce qu'il faut voir, en réalité, c'est que les méthodes d'apprentissage, souvent, en creusant un peu, cette proba-là apparaît tout le temps. Soit elle apparaît de manière explicite, c'est le cas dans plusieurs méthodes comme la discriminante, comme la régression logistique, et des fois elle apparaît de manière implicite cette fois-ci, comme dans les SVM. On n'a pas de score, a priori, on n'a pas des probas d'affectation, donc il est où? Mais en réalité, en le creusant bien, on le voit en fait que c'est le mode qui est directement estimé. Donc c'est très important. Ce score-là, il apparaît tout le temps en réalité, soit totalement visible, soit de manière invisible. On va dire qu'on ne le voit pas a priori, mais dès qu'on creuse un peu, il y est toujours quelque part. Il y est toujours quelque part. Très bien. Alors, pour avoir la proba d'affectation sur la modalité cible, voilà, je fais prédict. Alors, ici, la modalité cible, qu'est-ce qui me fait là? La modalité cible, c'est l'eau égale Y. En fait, qu'est-ce qui se passe? Regardez bien. L'eau a deux modalités. C'est un factor, une variable catégorielle, qui a deux modalités, no et yes. Quand je fais CLM, par défaut, la modalité cible, c'est la deuxième par ordre alphabétique. Ça m'arrange bien ici, voilà. Donc, c'est bien le yes ici, la modalité cible. L'eau égale à yes. Très bien. Les scores qui vont être fournis par le prédict, là, du coup, avec l'option réponse, sur les données d'apprentissage, on est en restitution, voilà, c'est bien les scores d'appartenance donc à la modalité positive, à yes. Voilà ce qui se passe. Et du coup, les scores d'appartenance à la modalité négative, c'est 1 moins ces scores-là. D'accord là-dessus? Parce qu'on a des scores complémentaires à 1. C'est des probabilités. La somme des probas d'être positif et des négatifs vaut 1. Donc, je peux avoir la proba d'être négatif en faisant 1 moins la proba d'être positif. On est d'accord là-dessus. Je ne veux pas qu'on aille trop vite ces aspects-là parce que c'est très important de comprendre. Très bien. Donc, je fais un prédict du modèle sur les mêmes données qui ont servi à l'apprentissage et je veux avoir ici la proba d'affectation. Si je mets link, c'est le logit. Or, moi, je veux avoir les scores d'affectation, donc les probabilités d'affectation. C'est pour ça que j'ai mis réponse. Voilà. Et je calcule summary des scores. Qu'est-ce que je vois? Je vois que le min, c'est 0,03. Je vois que le max, c'est forcément supérieur à 0, supérieur égal à 0 en tous les cas. Voilà, le max est 0,88. Forcément, c'est inférieur égal à 1. Voilà, et on a ici les quartiles et la moyenne médiane. OK, très bien. Alors, comme c'est calculé en restitution, en fait, il fait partie des propriétés de l'objet modèle fourni par GLM. Si je prends les fitted values du modèle, j'aurais obtenu exactement les mêmes valeurs. Voilà. Donc, ce n'était pas nécessaire d'utiliser le prédict ici. Mais bon, on aurait pu prendre directement ici les fitted values. C'est-à-dire, c'est les probas d'affectation qui sont estimées, issues de l'optimisation de la vraisemblance. Très bien. Mais bon, ça me paraissait intéressant de voir quand même prédict parce que souvent, les méthodes sous R, en tous les cas, quand on fait un prédict, ont cette option de pouvoir soit prédire la classe directement d'affectation, soit la proba d'affectation. Très bien. Alors, on fait un box plot des scores. Voilà, mais c'est la même chose que ce qu'on a vu dans le summary, il n'y a pas de souci là-dessus. Et on fait un box plot selon les classes d'appartenance. Normalement, la modalité positive devrait avoir un score plus élevé que ceux qui ont une modalité négative. Normalement, les vérifions. Oui, oui. Si ce n'est pas ça, c'est qu'il y a un problème dans la modélisation. On voit bien que les distributions sont décalées, mais qu'il y a un recouvrement. Bien sûr qu'il y a un recouvrement. On aurait une modélisation parfaite si tous les individus low égale à yes, donc les individus positifs, ont un score tous plus élevé que les individus négatifs, ceux qui ont low égale à no.
Mais ça, généralement, c'est prémonitoire, surtout calculé sur l'échantillon d'apprentissage, c'est prémonitoire, enfin, ça annonce un super surapprentissage. Quand c'est calculé sur l'échantillon, ce n'est pas pareil, hein, parce qu'il joue le rôle d'arbitre impartial. Mais là, ça nous permet de voir vraiment si on a une estimation qui tient la route ou pas, en termes de surapprentissage ou pas. En réalité. Voilà. Très bien. Donc là, déjà, je vois que les scores tiennent la route, parce qu'il permet de discriminer les classes, voilà, mais qu'on n'a pas des résultats pathologiques, hein, qui doivent attirer l'attention. Voilà, parce qu'on est calculé sur l'apprentissage, encore une fois. Hein. Ce point de vue-là n'est pas valable si on avait calculé ces scores sur l'échantillon test. Là, le génial serait que tous les positifs aient un score supérieur à tous les négatifs, hein, sur l'échantillon test. Là, on est sur l'échantillon d'apprentissage. D'accord là-dessus. Hein. Je répète encore une fois, hein, on est plus sur une vision statistique de la pratique de la régression logistique. Mais on aurait pu faire les mêmes traitements également sur l'échantillon de test, hein, voilà, avec un point de vue différent cette fois-ci. Hein. Là, dans la prochaine vidéo, on va faire la courbe ROC, on le fera encore sur l'échantillon d'apprentissage, parce que c'est plutôt de la pratique en économétrie et puis en statistique. Mais encore une fois, c'est un point de vue qui permet également aussi d'expertiser le modèle néanmoins. Hein. Le plus important, c'est je fais quelque chose parce que je veux voir ceci. Et je maîtrise absolument l'environnement dans lequel je me situe. C'est ça qui est important dans l'affaire. Très bien. Alors, le premier outil qu'on va voir, justement, c'est le diagramme de viabilité. Alors, le diagramme de fiabilité, en fait, permet de savoir si les scores modélisés, c'est les scores modélisés par la régression logistique sont compatibles avec les scores observés, c'est-à-dire la proportion des positifs, dans les données qui sont organisées par groupe, en fonction des scores attribués. La phrase est complexe, hein, mais c'est ça l'idée. Alors, tout ça expliqué dans le livre, section 2.2. Je ne vais pas 2.2, voilà, diagramme de fiabilité, et vous avez le détail ici. Oui, parce que 2.2, là, je n'ai pas été très malin, là, pour le coup. Hop, là, allons-y. Encore, tac. Alors, il déborde un peu, tac, tac, tac. Voilà, c'est ça l'idée. Alors, la procédure est là. Donc, la procédure, elle est décrite ici. Vous avez la procédure complète là. Bon, OK, je l'ai reprise dans la fiche de TD tout simplement et on va essayer de le faire pas à pas. Mais l'idée, c'est ça. Hein. Est-ce que les scores modélisés sont compatibles avec les scores observés, hein, les proportions des positifs dans des groupes d'individus qu'on va organiser, hein, qu'on va construire. Allons-y alors. Alors, l'idée, c'est que, je mets l'idée globale ici, hein, très bien, on va créer des groupes d'individus, voilà, avec des intervalles de largeur égale. Très bien. Sur les scores, hein, j'utilise la fonction cut de R, je vais faire un découpage sur les scores et je veux que les intervalles soient de largeur égale. Alors, c'est des intervalles, c'est 0 à 0,25, 0,25 à 0,5, 0,5 à 0,75 et 0,5 à 1. Très bien. OK. Donc, on va voir, je le fais ici. Et je calcule ici donc les effectifs. Comme j'ai des intervalles de largeur égale, je ne suis pas assuré d'avoir les mêmes effectifs dans chaque intervalle. On est bien d'accord là-dessus. Hein. Donc, dans le premier intervalle, j'ai 91 individus, dans le deuxième 64, dans le troisième 28, et dans le quatrième, j'ai 6 individus. Dans chaque intervalle, je calcule la moyenne des scores des individus qui se trouvent. Donc, je prends les probas d'affectation de chaque individu dans le premier intervalle et je calcule la moyenne des scores. Je prends les 64 individus du deuxième intervalle, voilà, et je calcule donc la moyenne des scores de ces individus-là. Très bien, et ainsi de suite. Paf. Voilà. Donc là, on a dans chaque groupe la moyenne des scores qui sont attribués par le modèle. C'est les scores modélisés. Maintenant, l'enjeu, c'est qu'on va calculer les scores observés, les scores empiriques. Qu'est-ce qui se passe? Toujours selon les groupes qui sont créés sur la base des scores, on va calculer la proportion des positifs. C'est ça, hein? Donc, on calcule parmi les 91 individus là, il y a une partie qui sont des lots égales à yes, des positifs, et il y a une partie qui sont des lots égales à no, des négatifs. On va calculer la proportion des lots égales à yes dans ce groupe-là.
Dans ce groupe-là qu'on a créé, on va calculer la proportion des lots égale à S dans ce groupe-là également, ainsi de suite. C'est ce qui se passe ici. Très bien. Donc là, on a les scores qui sont donc modélisés par la régression logistique, fournis par la régression logistique, qu'on avait calculé avec Predict. Et là, on a les scores empiriques qu'on observe sur l'échantillon de données. Et j'ai un modèle qui est bien calibré si ces scores ici modélisés, voilà, sont compatibles avec les scores observés, scores empiriques, si vous voulez. Pour faire ça, on fait un graphique tout simplement. Et voilà. On aurait un modèle très bien, ça veut dire qu'on a des scores bien calibrés si les points forment une droite, ce qui est à peu près le cas ici. Donc ça me donne une idée que, 1, je ne fais pas de surapprentissage, et 2, je modélise plutôt bien parce que j'arrive à calculer de plutôt bonne manière les scores d'appartenance aux classes. C'est ce qu'on peut voir ici. Voilà. C'est un outil qui est très simple, qu'on peut calculer sur l'échantillon d'apprentissage directement, voilà, et qui nous permet de vérifier si réellement on modélise bien. C'est-à-dire qu'on a des scores qui sont bien calibrés. Un des gros intérêts de la régression logistique, c'est qu'il fournit souvent des scores bien calibrés. Il y a des méthodes, certaines, on a des probas d'affectation qui sont systématiquement soit 0, soit 1, ou bien on a des scores qui sont proches de 0,5 tout le temps. Voilà. Là, au moins, on a des scores qui sont bien répartis sur l'espace de définition entre 0 et 1. Et on a un plutôt bon apprentissage. Alors, encore une fois, cette procédure-là, on pourrait également le faire directement sur un échantillon de test. C'est tout à fait possible également. Voilà. Ce n'est pas trop la pratique dans une partie des personnes qui utilisent la régression linguistique. C'est pour ça que je le fais ici. Si j'étais dans un cours de machine learning, je l'aurais fait sûrement sur un échantillon de test cette fois-ci. Mais bon, il faut également que je pense à une autre famille de personnes qui utilisent la régression linguistique en épidémiologie, en biostat, qui sont plutôt sur ces pratiques-là. De toute manière, la référence, il n'y a pas de secret, c'est le livre de Hosmer et Lemshaw. Il y en a 2 livres. Il y a Hosmer et Lemshaw, nickel, et l'autre livre qui est excellent également, c'est celui d'Agresti. Vous lisez ces 2 livres en entier, vous en savez autant que moi. C'est ça l'idée. Très bien. Alors, ça, c'est un premier aspect, c'est un aspect graphique. Est-ce que je peux mettre la même idée, mais cette fois-ci avec un outil calculatoire? Voilà, c'est le test d'Hosmer et Lemshaw. C'est aussi bête que ça. Donc, l'idée du test d'Hosmer et Lemshaw, c'est exactement la même idée que le diagramme de viabilité. C'est-à-dire qu'on regarde si les scores modélisés sont compatibles avec les scores observés. Voilà, très bien. Pour savoir si les scores sont bien calibrés. Sauf que dans le test d'Hosmer et Lemshaw, on est sur une procédure de test tout simplement. Voilà. Et comme ça, on a bien les 2 points de vue. On a une procédure graphique et on a un test statistique. Alors, que me dit le test d'Hosmer et Lemshaw? Vous avez également dans le livre la démarche, section 2.3. Alors, section 2.3, elle est là cette fois-ci. Voilà, vous avez la procédure là, et la procédure, elle est décrite ici. Bon, c'est ce qu'on va appliquer en regardant en détail la procédure de la fiche de TD. Bien, alors qu'est-ce qui se passe? On fait les groupes cette fois-ci en se basant sur les déciles des scores. Regardez, je fais cut toujours, très bien, sur les scores toujours, mais les seuils cette fois-ci qui vont définir le découpage, c'est les quantiles des scores. Voilà. Avec 10 intervalles. Très bien. Alors, du coup, normalement, dans chaque groupe, j'ai le même nombre d'observations. Si ce n'est pas le cas, ça va être un problème. Vérifions. Voilà. Vous avez vu, donc, alors, et pourquoi j'ai 18 ici? Parce que tout simplement, 189, ce n'est pas divisible par 10. C'est pour ça, tant qu'il en a mis un 18 quelque part. Voilà. Mais on a bien le même effectif ici. On est bien d'accord là-dessus. Et le secret, c'est la même commande que précédemment dans le diagramme de fiabilité. On a bien le cut sur les scores, mais sauf que les breaks, cette fois-ci, c'est les quantiles des scores. C'est pour ça qu'on a bien les mêmes effectifs dans chaque groupe. Très bien. C'est ce qui est dit ici. Bien. Ensuite, on va comptabiliser le nombre d'observations. Dans le premier groupe, il y en a 19, dans le deuxième, 19 et tout ça. Et ces individus-là, chaque individu, ici les 19, ils ont chacun un score. Et chaque individu a sa classe attribuée. Soit c'est l'O égale à IS, la modalité positive, soit c'est l'O égale à NO. Très bien. Alors, on fait les sommes des scores dans chacun des groupes. Voilà, très bien. Et n'oubliez pas que les scores ici,
c'est la probabilité donc d'appartenance à la classe positive. Si je veux la probabilité d'appartenance à la classe négative, je dois utiliser le 1 moins score. On est d'accord là-dessus, hein, parce qu'ils sont complémentaires. Voilà, très bien. Voilà. Donc, dans chaque intervalle, sur les 19 individus, voilà, il y a une partie qui est négative, l'O égale à NO, et il y a une partie qui sont positives, l'O égale à yes. J'ai calculé la somme des scores fournis par la régression logistique. Dans le deuxième intervalle qui est là, chiffre qui est la somme des scores fournis par la régression logistique, ainsi de suite. Normalement, du coup, la somme des scores, là, devrait être croissante. Hein, normalement. Hein, parce que quand... bien sûr, hein, puisque les scores sont croissants là. Là, c'est les scores de 0,3 à 11. Là, c'est les scores de 0,11 à 0,16. Forcément, la somme des scores là doit être plus élevée dans ce groupe-ci qu'ici. Là, c'est tous les scores qui vont de 0,16 à 0,19. Donc, la somme des scores à l'intérieur doit être plus élevée également. Donc, c'est normal que ce soit croissant ici. Hein. Voilà. Ensuite, je vais calculer la somme des scores des négatifs. Très bien. Voilà. Alors, on peut le faire par complémentaire de 19 moins 1,61, ensuite de 19 moins 2,85, enfin 2,59, 19 moins 3,39, c'est ce que je fais ici, voilà. Ou bien, j'aurais fait également le taplay avec les 1 moins score. Les 1 moins score, c'est la probabilité d'appartenance à la classe négative. Oui, d'accord, hein, voilà, regardons. On a bien les mêmes résultats là et là. Forcément, hein, forcément, parce que score des négatifs plus, enfin, et pour un individu, donc la probabilité d'appartenance à la modalité négative et la probabilité d'appartenance à la modalité positive est égale à 1. Donc forcément, avec cette approche et avec cette approche, on devait avoir forcément le même résultat. Très bien. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Je vais calculer les effectifs observés cette fois-ci dans chaque décile. Il y a combien de positifs, de l'O égale à yes, et combien de négatifs dans chaque intervalle. Voilà, c'est ce que je fais avec le table ici. Bien. Dans le premier intervalle, il y a 19 individus, et il y en a 19 négatifs et 0 positif. Dans les scores, donc les scores est plutôt pas mal, hein, parce que là, c'est des scores faibles, donc c'est normal qu'il y ait une majorité de négatifs. Dans les scores compris entre 0,11 et 0,16, il y a 19 individus toujours, parce qu'on a fait des déciles, hein, c'est pour ça qu'on a les mêmes effectifs tout le temps. Il y en a 15 négatifs et 14 positifs. Dans le groupe de scores suivant, on a 18,1 et le nombre de positifs augmente forcément. Forcément. Parce que on a vu plus haut qu'il attribue des scores plus élevés aux individus qui appartiennent à la modalité positive de la variable cible. C'est pour ça qu'on voit ici que ça devient croissant ici. Okay. Et l'idée, c'est quoi? C'est de faire une comparaison, tout simplement, entre la somme des scores positifs et cette colonne-ci, et la somme des scores négatifs, voilà, donc d'appartenance à la modalité négative, voilà, et cette colonne-ci. Voilà, c'est ça l'idée. Hein. Donc, c'est la même idée que le diagramme de fiabilité, mais en l'utilisant, en la présentant sous la forme d'un test statistique, le test de Hosmer et Lemson. Allons-y. Donc, c'est exactement ce qui est là. Hein. Là, ce n'est qu'une formule qui traduit l'idée. Ce qui est important, c'est l'idée. Hein. Et l'idée, c'est qu'on compare les scores et les proportions de positifs. Les scores de négatifs et les proportions de négatifs. Voilà. Score empirique, les proportions, et score modélisé fourni par la régression logistique. On compare s'ils sont compatibles. S'ils sont compatibles, ça veut dire que j'ai un modèle qui est bien calibré. Donc, les scores fournis sont réalistes. Bon. Très bien, donc vous avez la formule là, ça bien, c'est l'opposition avec les négatifs pour les positifs, et la statistique de Hosmer et Lemson, c'est l'addition des deux. Voilà. Très bien, 7,5. Ça suit, et cette statistique-là suit une loi de Qui 2 à 10, parce qu'il y a 10 cils, moins 2 degrés de liberté. Très bien, voilà, c'est ce qui est mis ici. C'est exactement ce qui est décrit dans le livre. J'ai repris exactement la procédure du livre. Très bien. L'intérêt, c'est ça, hein, c'est regarder la procédure qui est décrite dans le livre, voilà, et regarder ce qui est écrit sous R, et on voit le match entre les calculs. On voit très bien le match entre les calculs, et c'est tout l'intérêt de la chose. C'est tout l'intérêt de la chose. Très bien. Je pense qu'il y a un problème si les scores observés ne sont pas compatibles avec les scores modélisés, tout simplement. Donc,
la statistique d'Osmer et Lemso suit une loi de Ki 2 et on rejette l'hypothèse nulle, bonne modélisation, si la p-value est inférieure au risque alpha considéré, 5% habituellement. C'est ce qui se passe ici. Voilà, et ben non, et ben non. On voit très bien qu'une p-value, on a une p-value qui est supérieure à alpha. Ça veut dire que les scores modélisés sont compatibles avec les scores observés. On a un modèle qui est bien calibré parce qu'il fournit des scores réalistes. C'est ça l'intérêt. Voilà. Donc, mon modèle, il est plutôt pas mal. Voilà ce que c'est en train de dire en réalité. Voilà ce qu'il fallait voir là-dessus. Donc, il y avait deux procédures possibles. Il y a la procédure graphique qui est là, voilà, diagramme de fiabilité, qui donne une idée de la qualité de notre modèle. Voilà. Et il y a une procédure statistique qui est là, le test d'Osmer et Lemlo, voilà, qui nous permet également, si les scores fournis par le modèle sont plutôt réalistes, sont plutôt de bonne qualité ou pas. C'est l'idée. Dans beaucoup d'applications, les scores sont plus importants que les classes affectées en réalité. Surtout que les classes affectées, généralement, il y a une histoire de comparaison à une valeur seuil. Voilà, ça c'est encore une autre histoire. J'ai fait des vidéos là-dessus. Je ne vais pas revenir à cette idée-là. Voilà. Là, pour le coup, on va sur une évaluation plus fine de la qualité du modèle en s'intéressant au score d'affectation. Voilà. Très bien. Alors, voilà la statistique d'Osmer et Lemcho, voilà la p-value fournie, voilà, qui permet de savoir qu'on a des modèles plutôt bien calibrés. Bien sûr, il faut regarder si on est raccord avec ce qui est fourni par des packages. On a plein de packages sur Internet, vous faites des recherches tests de Osmer et Lemcho, régression logistique, voilà, en anglais plutôt, et vous verrez qu'il y a plein de packages software qui permettent de le faire. Donc moi, toujours, je fais mon petit calcul, là, voilà, à la main. Maintenant, vérifions si nos calculs à la main tiennent la route par rapport à ce qui est programmé dans les packages. Toujours vérifier ça. Alors, j'ai trouvé un premier package là, General Olsem, voilà, très bien, Osmer et Lemcho, j'imagine. Et je calcule Lokit Goff. Je ne sais pas pourquoi il l'appelle comme ça, mais bon, il l'appelle comme ça. C'est bien le test Osmer et Lemcho qui est mis en œuvre. Très bien. Et ce qu'on met en opposition, c'est ici la variable cible avec les scores fournis par le modèle. Très bien. Donc, c'est la probabilité d'appartenance à la classe positive. Très bien, donc c'est bien les deux éléments qu'il faut utiliser pour les calculs. Dans les calculs précédents, c'est bien ces deux informations-là qu'on a utilisées. Là, on a les classes observées qui permettent de calculer les proportions observées dans les groupes. Et là, c'est les scores qui sont attribués par le modèle, la probabilité d'appartenance à la modalité positive. Voilà, alors il faut installer le package, bien sûr. Moi, je l'ai fait déjà au préalable, j'ai répété la vidéo d'abord. Donc, j'ai installé le package. Ensuite, je charge le package et j'appelle la fonction. On a bien les mêmes valeurs. C'est toujours rassurant. 7,5, 7,5 et la p-value, voilà, avec df égale à. Très bien. Bon, ça veut dire que notre calcul, il tient plutôt la route. J'ai regardé, ça ne fait pas un autre package. J'ai trouvé un autre package qui le fait, c'est ressources sélection. Là également, le nom, il faut le trouver, ça. Voilà. Et là, cette fois-ci, le nom de la fonction est plutôt parlante. Oslem, Osmer et Lemso, .test. Qu'est-ce qu'on a? Alors là, il faut qu'on encode les données en 0,1. C'est le rôle de la fonction de cette instruction-là. Là, on avait le factor directement, donc il se débrouille avec ça. Là, il faut qu'on code les données en 0,1. 1, c'est la modalité positive, 0, c'est la modalité négative. Voilà. Et ensuite, ces données codées en 0,1, on va l'opposer au score. Le n class, là, ça transforme les données en 1 et 2. 1, c'est les no, 2, c'est les yes. Je fais un moins 1 pour que les no soient égales à 0 et que les yes soient égales à 1. Voilà. Ensuite, je oppose bien ces deux informations-là pour calculer le test d'Osmer et Lemso. Je fais les calculs, voilà, et on a 7,5, toujours, avec comme les autres approches, voilà, et la p-value, bien sûr, avec un df égal. Très bien. Alors, ce qu'on a vu aujourd'hui, donc, c'est les procédures d'évaluation des scores fournis par la régression logistique en resubstitution, en regardant si les scores sont plutôt bien calibrés. Et pour voir cela, on a travaillé sur l'opposition entre les scores modélisés fournis par la régression logistique et les scores observés qu'on peut calculer en se basant sur la variable cible, tout simplement. Très bien, et j'enchaîne avec une deuxième vidéo, cette fois-ci, où on va travailler toujours sur les scores d'affectation, mais cette fois-ci avec d'autres procédures, notamment la courbe AUC. Et la courbe ROC et le critère AUC. Très bien, excellent travail à tous.